Lors de votre journal de l'Afrique, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Le Maroc à la une de cette édition. Plus de 2800 personnes ont péri dans le puissant séisme de vendredi soir. C'est le dernier bilan publié par les autorités. Les recherches se poursuivent. La solidarité s'organise, vous le verrez. La Libye balayée par la tempête Daniel. Le bilan précis est difficile à déterminer. Selon les autorités de l'Est, au moins 2000 personnes ont perdu la vie. À Tripoli, le chiffre est moindre. Tripoli à l'ouest cette fois, où l'état de catastrophe est déclaré par les autorités en place dans cette région. Et puis l'adhésion de l'Union africaine au G20. Les 55 États membres de l'Union africaine espèrent désormais peser sur l'évolution du système financier mondial. L'analyse du politologue Emmanuel Iga à suivre dans ce journal. Troisième jour de deuil national au Maroc. Cet après-midi, les autorités ont publié un dernier bilan provisoire. Plus de 2800 personnes ont péri dans le puissant séisme de vendredi. Appuyés d'équipes étrangères, les pompiers marocains redoublent d'efforts. Déployés dans le village de Ouirgane, dans le Haut-Atlas, les secouristes de l'association française Ulysse prennent part aux recherches. 4 chiens accompagnent l'équipe. Nous avons joint un petit peu plus tôt le président de cette organisation. Il est sur place. Voici le témoignage donc de Patrick Villardry. On est monté dans l'Atlas. On s'est mis à disposition des sapeurs-pompiers locaux et on leur a proposé notre aide, tout simplement. Et ils l'ont accepté très volontiers puisqu'il n'y avait pas de chien. Et puis on leur dit où est-ce que les victimes sont. Et à partir de là, on travaille avec eux, on les sort avec eux. Voilà, tout simplement. Eux ont des pelleteuses. On des pelles, on des marteaux-piqueurs, et puis on les aide. Pioche, pelle, et puis on dégage au fur et à mesure. Et on enlève les décombres pour sortir la victime. La construction, c'est de la pierre, enfin, c'est de la terre avec de la paille. Et il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de ferraille, il n'y a rien. Donc, quand ça s'écrase, c'est de la poussière. Pas de poussière. Non. Quand ça s'écrase, c'est de la poussière. Et si les victimes sont dessous, ben elles sont asphyxiées, tout simplement. La recherche, c'est les pompiers. La police est là pour sécuriser, et l'armée aussi. Et l'armée, c'est la main-d'œuvre pour dégager des victimes. Il y a des tentes qui sont en train de se monter, parce qu'ici, la nuit, il fait très très froid. Et il y a des associations bénévoles qui montent les tentes, et qui leur apportent et qui les montent, pour que les gens puissent dormir. Après, il y a beaucoup de gens qui dorment dans la rue. Après, maintenant, le gros travail, je pense qu'on vient de discuter avec un pompier du Maroc, là. Le gros travail, ça va être de reconstruire toutes ces maisons-là. Parce que là, l'hiver, elle va arriver. Ici, il y a la neige. L'élan de solidarité est immense depuis vendredi. De nombreux États ont proposé leur aide au Royaume. Rabat a pour leur accepté celle du Qatar, du Royaume-Uni, des Émirats arabes unis et de l'Espagne. Sur le continent africain aussi, la solidarité s'est exprimée. On le voit en image avec Clarisse Fortune. Il aura fallu 8 heures à cette unité militaire pour parcourir les routes endommagées qui mènent au village dévasté d'Iminentala. Une aide qui vient d'Espagne, l'une des 4 seules nations autorisées par le Maroc à venir en renfort, avec la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Mais d'autres pays ont également offert leur soutien, notamment ceux du continent africain. L'Union africaine a exprimé ses condoléances au roi, au peuple marocain et aux familles des victimes. L'Algérie, qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc il y a 2 ans, a mis de côté ses différends et a offert son espace aérien pour des vols humanitaires et médicaux vers le Maroc. La Tunisie également, qui a proposé d'acheminer l'aide d'urgence et d'envoyer des équipes de protection civile. Expression de solidarité aussi de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Le président Alassane Ouattara a tweeté « Mes condoléances les plus attristées à Sa Majesté le roi Mohamed VI et au peuple frère du Maroc. » Et au Sahel, le général Salifou Moudi au Niger. Toutes nos pensées vont à l'endroit du peuple marocain en ces moments difficiles que traverse ce pays frère qui a subi un gros séisme. Toutes nos compassions aux victimes de cette tragédie et prompt rétablissement aux blessés. L'équipe nationale de football gambienne se trouvait à Marrakech lors du tremblement de terre. Au lieu de participer à un match de qualification contre le Congo, les joueurs se sont rendus dans les hôpitaux pour donner du sang aux blessés.
L'est de la Libye frappé à son tour par la tempête Daniel. Des pluies torrentielles se sont abattues sur la région. Le niveau des eaux est très vite monté. Au moins 2000 personnes ont perdu la vie selon les autorités de l'est du pays. Alors que leurs rivales à Tripoli, cette fois, ont déclaré l'état de catastrophe et lancé un appel à l'aide internationale. Dans le reste de l'actualité, le Sénégal, à 5 mois de la présidentielle, le parti au pouvoir s'est choisi un candidat. Ce sera Amadou Ba, premier ministre depuis 2022. Il a été désigné par Macky Sall. Un remaniement ministériel pourrait donc suivre cette annonce. Lui promet des élections libres au Gabon dans un délai de 2 ans. Le Premier ministre de transition, Raymond Dangsima, l'assure. Cet objectif de 24 mois est raisonnable. Il a par ailleurs annoncé la composition de son gouvernement. Parmi les membres de cette équipe, on compte d'anciens ministres d'Ali Bongo, des opposants au président déchu ainsi que des personnalités issues de la société civile. Et puis l'inquiétude autour du sort de notre confrère, le journaliste Stanis Boujakera Chimala. Il a été interpellé vendredi soir à Kinshasa. Il est auditionné ce soir. Il est accusé de propagation de faux bruits et de diffusion de fausses informations pour un article qu'il n'a en réalité jamais signé. On lui reproche d'avoir mis en cause les renseignements militaires dans l'assassinat de l'opposant chérubin Okende. Stanis Boujakera travaille notamment pour Reuters et Jeune Afrique. La situation sécuritaire continue de se dégrader dans le nord du Mali. Il y a d'abord eu cette déclaration d'anciens rebelles de l'Azawad. Ils disent avoir abattu un avion de l'armée malienne. Une riposte, affirme-t-il, un bombardement sur leur position dans la région de Gao. Et puis une autre attaque qui visait l'aéroport de Tombouctou et le camp de mission des Nations Unies. Les précisions de Serge Daniel. Ce lundi, de présumés djihadistes ont lancé contre le camp de la MINUSMA, la mission de l'ONU à Tombouctou, 3 obus. 2 obus sont tombés à l'intérieur du camp de la MINUSMA. D'après nos informations, il n'y a pas eu de victimes, mais des dégâts plutôt mineurs. En revanche, le 3e obus est tombé dans l'enceinte de l'aéroport de Tombouctou, situé non loin du camp de la MINUSMA, au moment où un vol était prévu. Tous les vols ont finalement été annulés. La situation sécuritaire se dégrade également dans le nord-est du Mali, dans la région de Gao. Et ce week-end, par exemple, les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad ont affirmé avoir abattu un avion de l'armée malienne qui aurait attaqué leur position. Du côté de l'armée malienne, on parle plutôt d'un incident technique sur un vol qui a finalement crashé. Dans ce contexte, les civils sont inquiets, du nord du Mali sont inquiets, d'autant plus que l'accord de paix signé en 2015 entre l'ex-rébellion et le gouvernement, cet accord de paix est en train de voler en éclats au moment où la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, doit fermer ses portes avant le 31 décembre de cette année. À Madagascar, la course à la présidentielle est lancée. 13 prétendants au total. La haute cour constitutionnelle valide leur candidature, comme celle d'Andj Radzoel. Et ce, en dépit de sa double nationalité, malgache et française. Contraint de démissionner 2 mois avant le scrutin, comme le prévoit la loi, il devait confier l'intérim au président du Sénat. Mais coup de théâtre, celui-ci renonce. Les précisions de Gaël Borgia. Du jamais vu à Madagascar, un président du Sénat qui renonce à prendre la très convoitée place de président de la République le jour même où celui-ci démissionne. Ça s'est passé samedi, on l'a appris par la Haute Cour constitutionnelle. Hermanana Razafmaev, président du Sénat, a renoncé à ses attributions présidentielles. C'est désormais le gouvernement qui dirige de manière collégiale. Seulement, il y a un vide et un flou juridique dans la constitution malgache autour de ce renoncement. Et chose inhabituelle, Hermanana Razafmaev va rester président du Sénat malgré ce renoncement. Alors ce lundi, plusieurs candidats d'opposition ont dénoncé dans une lettre une violation inadmissible de la Constitution et ont parlé de coup d'État institutionnel qui aurait pour but de laisser le pouvoir au Premier ministre, un fidèle allié d'Andj Radzoel. Il y a plusieurs coups de force, dont le plus gros étant sa nationalité. Ça, c'est le plus gros. Deuxièmement, le coup de force, c'est de demander au président du Sénat de renoncer à être président de la République. C'est quand même très fort, ce qui n'est pas normal. Il n'est pas malade, il n'a pas le cancer, à ce que je sache. Il est en forme. Et comment il a renoncé? Il a dû avoir la pression. Donc c'est encore une fois un tripatouillage pour que le processus soit de leur côté.
De son côté, le candidat André Azoulay s'est félicité de la décision du président du Sénat qui permettra, selon lui, d'assurer la continuité de l'État. Et il a conclu en vantant ses talents de stratège. Vous savez que je suis un stratège. Je sais mettre au point des stratégies politiques. Nous avons tenté de joindre le président du Sénat pour comprendre sa décision. Lui qui, il y a à peine un mois, était sur un plateau de télévision et ne montrait pas de signes de problème de santé. À 2 reprises, il nous a dit être en réunion, puis il n'a plus répondu à nos appels. Un marché à ciel ouvert pris pour cible ce dimanche à Khartoum, au Soudan. Une frappe d'une rare intensité. Au moins 40 personnes ont été tuées. On compte des dizaines de blessés. Les civils, premières victimes de ces violents combats qui opposent depuis des mois maintenant l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide. La correspondance de Bastien Renouille. C'est la frappe aérienne qui a fait le plus de morts depuis le début du conflit, le 15 avril dernier. Au moins 46 personnes ont été tuées et plus de 70 ont été blessées. Des victimes qui s'ajoutent à celles de la semaine qui s'est écoulée, au moins une vingtaine de morts lors de frappes aériennes à Khartoum. Mais alors, pourquoi l'armée soudanaise continue-t-elle à utiliser des drones et des avions de chasse pour bombarder les quartiers d'habitation civile de la capitale? Eh bien, car les forces de soutien rapide, cette milice paramilitaire auquel l'armée est opposée, continuent à se cacher dans les quartiers d'habitation résidentielle. L'objectif, c'est d'utiliser la population comme bouclier humain. Or, les forces de soutien rapide ont l'avantage dans la capitale. Elles contrôlent un maximum de rues. Et l'armée n'a qu'une seule solution, c'est d'utiliser des avions pour essayer de les déloger. Il y a aussi eu d'autres bombardements ce week-end qui n'ont pas fait de victimes civiles. Les forces de soutien rapide tentaient d'attaquer une base de l'armée. Elle a trouvé que les frappes aériennes étaient la seule solution pour les repousser. Alors, le nombre de victimes continue à augmenter. Plus de 5000 selon certaines analyses. Il y a aussi des milliers, voire des dizaines de milliers de blessés dans tout le Soudan. Et ce, alors que dans Khartoum et dans de nombreuses villes qui sont toujours affectées par le conflit, des millions de personnes sont toujours prises au piège. Je vous le disais dans les titres, une voix offerte au continent africain. C'est officiel, depuis 48 heures, l'Union africaine est membre permanent du G20. L'organisation compte 55 États. Le président en exercice de l'UA, Azali Assoumani, voit l'aboutissement d'un combat de longue haleine. Je propose d'écouter le Premier ministre indien Narendra Modi lorsqu'il officialisait justement cette adhésion. C'est dans un esprit de concorde que l'Inde a proposé un statut de membre permanent du G20 à l'Union africaine. Je crois que nous avons un consensus sur cette proposition. Avec l'approbation de tous, j'invite le président de l'Union africaine à prendre place en tant que membre permanent du G20. Voilà donc pour cette déclaration. Bonsoir à vous, Emmanuel Liga. Vous êtes politologue et consultant géopolitique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous l'avez suivi, j'imagine, très attentivement, ce sommet du G20 et particulièrement cette adhésion de l'UA. Est-ce qu'une injustice a été réparée avec l'adhésion de l'UA au G20 ? Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça, oui. C'était en tout cas le président sénégalais qui avait plaidé pour ça, réparer une injustice en actant l'entrée de l'UA. Et le président des Comores, qui a beaucoup œuvré en tant que président de l'Union africaine actuelle. Je pense que jusque-là, donc, c'était l'Afrique du Sud qui était le seul pays africain membre de ce club des économies les plus importantes du monde, un club distingué en fait. Et là, avec l'entrée de l'Union africaine, je pense que c'est devenu donc un G20 qui fera date. Avec la possibilité maintenant que les 55 pays membres de l'Union africaine y soient représentés dans un siège permanent qui est donc une position très importante, comparable à la position occupée par l'Union européenne jusqu'ici, dans la même organisation. 55 États constituent cette Union africaine, même si on met de côté les 6 suspendus par l'organisation pour les raisons que l'on connaît. Voilà. Quelques chiffres, l'Union africaine a un poids démographique très très important. On compte plus d'1 milliard d'habitants. Économiquement, c'est 300 milliards de dollars de PIB. Qui va tirer profit de cette adhésion, l'Union africaine ou le G20 d'abord? Ça dépend de comment l'Afrique va s'organiser et mettre en place des stratégies pour lui permettre de
tirer son épingle du jeu. Donc s'organiser et s'imposer surtout. Et s'imposer. L'Afrique a des atouts, a des ressources dont les autres membres, disons, qui sont plus avancés, des pays avancés comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Alors est-ce qu'elle ne risque pas de se transformer en réservoir en ressources minières, en pétrole, si on pense à un non, État tout dépend comment le continent va s'organiser. Le G20 est là pour, quand même, c'est un forum pour promouvoir l'interaction entre les membres, pour garantir un peu la stabilité économique et financière du monde et promouvoir les échanges commerciaux. Donc, l'Afrique a beaucoup à y gagner. Donc, par exemple, tout ce qui peut toucher à la négociation des cours des matières premières, on sait bien qu'il y a tout un débat sur ça, que l'Afrique est sous-payée pour les matières premières qui sont exploitées sur le continent. Or, les grands importateurs des matières premières africaines sont dans cette organisation, comme les États-Unis, les pays de l'Union européenne et notamment aussi la Chine. Donc, ils sont tous là. Et je pense que l'Afrique, en se serrant les coudes, les 55 pays. Oui, en parlant d'une seule voix. Voilà, parler d'une seule voix, que ne joue pas un pays contre l'autre. Une rivalité qui va finalement mettre l'Afrique à mal. Ce qui peut être difficile à 55. Voilà, 55, oui, mais bon, il y a des blocs. Il y a les blocs sous-régionaux. La CEDEAO, par exemple, la SADC, l'Organisation des pays de l'Afrique australe, et une organisation similaire aussi de l'Afrique centrale, les pays du Maghreb, etc. Il faut agir au sein de ces blocs régionaux pour définir des objectifs sous-régionaux d'abord, et puis harmoniser ça au niveau continental et aller en bloc pour essayer de s'imposer dans ce club. Alors, est-ce qu'ils peuvent parvenir justement en bloc à réformer certaines institutions financières comme la Banque mondiale ou le FMI, par exemple, parce qu'on sait que la dette, à eux, les éprouve, ils empruntent beaucoup plus cher que d'autres États. Bien sûr, c'est le but. Des organisations comme le G20, on doit y être, parce que c'est là où les lobbies se passent. Les jeux d'influence se passent. Quand vous voulez atteindre un objectif et que vous êtes là aux côtés des pays comme les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, le Japon, tout ça, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez aussi, par exemple, peser plus pour réclamer un siège permanent au Conseil de sécurité de l'Union des Nations Unies. Excusez-moi. Donc voilà, donc il y a beaucoup à y gagner en étant dans cette organisation, dans ce club un peu select. Mais l'Afrique a réussi à y entrer. Et donc peser comme un acteur majeur en matière de géopolitique, surtout dans plusieurs crises. On sait que certains États africains ont été sollicités pour une médiation, certains États africains, notamment avec la Russie. Donc ce serait aussi ce positionnement qu'il faudrait s'approprier en 30 secondes. Oui, je pense que c'est ce que les pays comme les États-Unis, disons les puissances occidentales qui sont dans le G20, c'est ce qu'ils espèrent. C'est-à-dire arriver à mieux aligner les pays africains sur leur position dans ces conflits mondiaux comme la guerre de l'Ukraine-Russie, par exemple, où ils ont vu que l'Afrique a eu, disons, plus de sympathie envers la Russie qu'envers l'Ukraine et ses amis, ses alliés de l'Ouest. Donc aller vers un alignement. Merci beaucoup Emmanuel Iga, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous de votre attention. C'est la fin de votre journal de l'Afrique, mais Paris Direct continue avec Claire Hilderbrand.